Hop, voilà, ça, avec le son, ça va être mieux. Donc, on est bon. Aujourd'hui, on va lire Aria, on va faire le personnage et on va voir un petit peu ce que donne ce livre. C'est un peu comme un livre dont on fait le héros, en fait. Et donc, il date d'un moment, je crois. Je vous lis le résumé du livre. Apprenti mage de Varna, au passé trouble, seul survivant d'un complot, votre roi vous a ordonné de traverser l'Osmanli pour stopper une armée qui menace tous les royaumes à l'ouest du mur. Le sombre pays est un endroit étrange et dangereux, peuplé de créatures mythologiques. Et l'on raconte même que là-bas, les dieux marchent parmi les hommes. De Varna à Sanakal, vous devrez survivre, mais aussi comprendre les secrets de cette contrée ancienne, berceau des civilisations. Donc c'est parti. Le but, c'est que je vous lise l'histoire et en même temps, on va créer ensemble. Alors si vous voyez une boule de poils noire, c'est normal, j'ai un chat sur les jambes qui bouge. Avis aux héros. Avant d'entreprendre votre périlleux voyage dans l'Osmanli, vous devrez déterminer vos propres forces et faiblesses. Vous avez en votre possession un poignard et une besace contenant des provisions pour votre départ. Et moi je me demande, c'est comment vont les héros dans le chat? Est-ce que ça va? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes prêts à partir à cette aventure ensemble? Parce que, en outre, vous avez acquis... Merci Jess pour ton follow. En outre, vous avez acquis lors de votre jeunesse dans les rues de Varna une habilité à combattre et une résistance aux aléas des aventures. Donc est-ce que on va arriver à survivre à cette histoire? Et afin de déterminer dans quelle mesure vous êtes endurci, vous devrez lancer les dés pour déterminer votre habilité et votre endurance initiale dans les pages suivantes. Vous trouverez une feuille d'aventure qui vous permettra de survivre et de suivre votre évolution tout au long de votre voyage. Plus précisément, vous trouverez des cases concernant votre habilité et votre endurance. Nous vous invitons à noter ces renseignements au crayon ou à faire des photocopies de votre feuille d'aventure avant de pouvoir l'utiliser ultérieurement dans une future expédition. La feuille d'aventure, alors j'en ai fait une photocopie parce que sinon elle est dans le livre, elle ressemble à ça. Ça c'est la feuille d'aventure de... On a trois caractéristiques qui sont l'habilité, l'endurance et la chance. Et on a les maîtrises après des A. Et on va créer ces trois caractéristiques ensemble. Donc je me suis réservé le plaisir de le faire avec vous, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne pour ce livre, pour qu'on puisse le faire ensemble. Hop. Juste, je vous partage l'écran pour que vous voyez les dés. Et on va commencer par l'habilité. On va lancer un dé et ajouter 6 au nombre obtenu et noter ce total dans la case d'habilité de votre feuille d'aventure. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous verrez mieux, vous verrez les dés, vous verrez plein de choses, vous aurez de la musique dans les oreilles, ça sera tellement mieux. Bonjour à ceux qui m'ont rejoint sur TikTok. Allez, on lance le dé. Ok, on a un 3. Donc on va rajouter 6, ça fait 9. Donc on a une habilité de 9. Le crayon, que tout rôliste connaît bien. Donc valeur initiale 9. Okay. Et
on va lancer 2 dés cette fois-ci et ajouter 12 au nombre obtenu et obtenir ce total sur la case d'endurance. Donc on a obtenu 9. 9 et 12, ça fait 21. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va faire et maintenant on va avoir une case chance à remplir et lancer un dé, ajouter 6 au nombre obtenu et noter ce total dans la case chance. Oula, on a fait 1 pour la chance, c'est-à-dire qu'on va avoir 7 en chance, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Notre pauvre petit personnage, il va pas avoir beaucoup de chance. N'hésitez pas, pour ceux qui suivent sur TikTok, de venir sur Twitch directement, Xenoalia. Vous verrez, il y aura plus de musique et la qualité sera vraiment mieux. La qualité du son aussi. Donc, on continue à créer notre personnage dans cet univers d'Aria, créé par Fibre Optique. Et pour des raisons qui vous seront expliquées ci-après, vos talents d'habileté, d'endurance et de chance varient constamment le long de votre aventure. Vous devrez modifier ces valeurs dans la case correspondante lorsque cela vous sera demandé. Ainsi, gardez toujours une gomme à portée de main. On le sait, les rôlistes, on le sait que la gomme c'est important. Alors bien sûr, le livre est fait pour des personnes qui n'ont jamais joué. Donc c'est pour ça qu'on explique tout dans le livre, ce qui est assez intéressant. Toutefois, n'effacez jamais les valeurs initiales de ces caractéristiques. Il vous sera possible d'augmenter ces valeurs, mais celles-ci ne pourront jamais excéder leur montant initial. Okay. L'endurance représente l'habileté, on va commencer par l'habileté plutôt, d'abord, représente votre dextérité au combat, votre rapidité à la se mouvoir, votre compétence à esquiver. Une valeur élevée vous permettra de vous tirer plus d'une fois d'un mauvais pas. Ça c'est plutôt bien, la valeur d'habilité elle a l'air sympa. L'endurance, je suppose que c'est l'équivalent de la santé, et j'espère que tout le monde va bien ici. L'endurance représente votre constitution générale, votre résistance aux coups, aux maladies, aux poisons, ainsi que d'une certaine façon votre détermination et votre volonté à survivre. Plus cette valeur est élevée, plus on aura de chances de voir le soleil se lever sur un autre jour. J'espère que notre personnage, il arrivera à survivre à plus que d'une session quand même. Et la chance représente l'attention favorable que le destin portera sur vous. La chance, le destin, la magie, les prophéties sont des faits ordinaires et acceptés dans le monde fantastique que vous êtes sur le point de découvrir. Donc voilà, déjà, on a 9 en habileté, on a 21 en endurance, ce qui est pas mal, et on a une chance à 7. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe pour le maniement des armes. Le but, c'est de vivre l'histoire ensemble, donc l'histoire d'Aria, et donc on va voir ça ensemble. Là où la diplomatie prend fin, le moment du combat est bien le moment du combat. Dans votre cas, à main nue ou par les maniements d'une arme. Bon. Moi j'ai une question là dans le chat. Est-ce que vous êtes plutôt genre à avoir des personnages qui se battent souvent ou plutôt des personnages qui qui préfèrent parler? C'est quoi votre façon de jouer en tant que joueur d'habitude? Ça peut être intéressant de savoir un petit peu comment vous jouez. Moi j'avoue que j'ai pris plutôt des personnages qui se battent en ce moment. Voilà, je suis dans une phase où j'ai besoin de me bagarrer. Et je ne suis pas très parlotte. Mélianor, toi tu es beaucoup parlotte. Ok, c'est vrai, parce qu'on a joué ensemble. Et il parle très bien. Si un jour vous l'avez comme joueur, c'est un très bon parleur. Donc voilà. Je pense que on en parlait justement, c'est que quand on joue au jeu de rôle, je pense qu'aussi on s'appuie beaucoup sur nos forces en tant que personne
réel, hein. Donc voilà, moi ayant de très grandes difficultés à parler, avoir une expression très aisée et être très à apporter de l'admiration quand je parle, ce qui n'est pas le cas du tout, hein. Je n'ai pas cette prétention du tout, je suis plutôt quelqu'un qui manie mal la langue française, hein, j'avoue, donc je ne fais pas des personnages qui ont du bagou, voilà, c'est compliqué. Donc on continue. Le combat avec une arme n'est pas une capacité innée à tout aventurier. L'apprentissage et l'expérience feront de vous un combattant accompli avec votre arme de prédilection. Du coup, j'ai une autre question. C'est quoi votre arme de prédilection? C'est quoi l'arme qui vous a fait le plus kiffer en jeu de rôle? Parce que c'est vrai, ça peut être important. Moi, l'arme qui m'a fait... le personnage qui m'a fait le plus kiffer, c'est le personnage qui est mort. C'est celle qui se battait à main nue, en fait. J'avoue que... Mélianor, toi, c'est la dague. Qu'est-ce qui te plaît dans la dague? C'est que c'est court, tu peux la lancer, c'est ça? N'hésitez pas à commenter, hein, sur TikTok aussi. Donc, on est en train de faire Aria, le livre dont on peut être le héros. La dague, c'est vrai que c'est pratique. En plus, on peut en avoir plusieurs. Donc, tu dis qu'elle est polyvalente et elle peut tout faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Jess, tu dis le fouet, malgré que je suis mort suite à plusieurs échecs critiques. Les échecs critiques, ça aussi, c'est un truc qu'on reparlera. Mais le fouet, la dague, ok. Moi, c'était les mains nues. Ouais, c'est un bon échantillon, ça. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le maniement des armes, ce livre? Votre capacité à maîtriser votre arme s'exprime par le bonus de combat, donc BC, en bas de la case arme. Le bonus de combat est une valeur importante permettant de renverser l'issue d'un affrontement, comme vous le verrez dans la section combat ci-après. À main nue, ce bonus de combat est toujours de 0 et ne peut évoluer. En revanche, avec une arme, il peut augmenter. Ok. Lorsque vous aurez la possibilité de récupérer une arme lors de votre aventure, celle-ci vous sera toujours indiquée de la façon suivante. Glaive, entre parenthèses, 3. Le chiffre 3 correspond au potentiel de bonus de combat de l'arme. Ok, vous avez suivi, hein? Bonus de combat de l'arme, 3. Glaive, 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, hein? C'est bien. Ceci signifie que la première fois que vous combattez avec un glaive, vous devez combattre avec un bonus de combat d'une valeur de -3. Soit la valeur négative du potentiel de bonus de combat de l'arme, illustrant votre inexpérience du maniement du glaive. Si vous menez le combat de bout en bout avec votre glaive et que vous en ressortiez victorieux, vous ajoutez un +1 à votre bonus de combat. Dans notre exemple, vous passerez à -2, illustrant votre prise en main progressive de l'arme. Ok, donc tant qu'on ne maîtrise pas l'arme, on est à un bonus de combat négatif. Ok, vous avez suivi? Donc, au fil des combats, le bonus de combat passera en valeur positive, mais ne pourra pas dépasser la valeur de 3, ce qui est logique. Il est donc intéressant de vous entraîner sur des ennemis faibles avec des armes à haut potentiel, et en cas d'adversaire coriace, de vous contenter d'armes plus faibles, mais que vous maîtrisez mieux. Dans la case maîtrise des armes de votre feuille d'aventure, notez chaque arme que vous collectez, son potentiel et votre maîtrise au fil de votre entraînement. N'effacez pas ces valeurs, même si vous perdez ou que vous abandonnez votre arme, car si vous la retrouvez, votre entraînement n'aura pas été vain. Ah. C'est logique, hein, on garde la maîtrise de l'arme qu'on a perdue ou qu'on a donnée, et on retrouve, qu'on pourra retrouver. C'est plutôt logique. On commence avec l'aventure avec un poignard, avec lequel vous êtes déjà tiré de bien mauvaises passes, ce qui porte votre bonus de combat au maximum, soit un +2. Vous pouvez changer d'arme à tout moment, même en plein combat. Cependant, n'oubliez pas que, n'ayant pas combattu de bout en bout avec la même arme, vous ne pourrez pas augmenter le bonus de combat lié à votre arme si vous en changez en plein combat.
Ok, donc si en plein combat on change d'arme, par contre, niet, pas de bonus de combat, quoi. Ok, donc il faut bien choisir son arme dès le début, quoi. Bon, on est bon. Maintenant qu'on sait le maniement des armes, on va pouvoir combattre. Comment on combat dans ce petit livre de Arya, qui s'appelle Le Sombre Ressac. Hein. Je le redis, hein. C'est le premier livre, il y en a 3. Si on ne meurt pas avant. Les mains, on ne peut pas les perdre, oui. Mais on ne peut pas avoir de bonus de combat aux mains, ce qui, je trouve dommage, parce que le bonus de combat est à 0 dans tous les cas. Parce que... Et il ne peut évoluer. Je vérifie, hein, mais c'est ça. Il ne peut pas évoluer. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, le bonus de combat... Enfin, à la main, on peut être assez fort si on s'entraîne. Mais bon. Comment on combat dans ce livre? En dépit de vos efforts et vos intentions, le combat sera parfois inévitable. Il vous sera parfois proposé de fuir, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous décidez d'en découdre avec votre agresseur, vous devrez combattre en suivant les règles ci-dessous. Non, on ne peut pas jouer un Hulk Hogan, donc non, c'est pas possible. Donc, tant pis. Oui, le catcheur. Non, on ne peut pas faire un catcheur, ça c'est sûr. Mais écoute, on peut combattre avec des armes. Alors la dague, j'ai un bonus de combat déjà de 2 sur 2. Déjà pas mal. Et il va avoir des pouvoirs magiques. Je vous spoil un peu. Hein. Il va avoir des pouvoirs magiques. Donc, combattre. En dépit de vos efforts et de vos intentions, le combat sera parfois inévitable. Il vous sera parfois proposé de fuir, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous décidez d'en découdre avec votre agresseur, vous devrez combattre en suivant les règles ci-dessous. Tout d'abord, recopiez les valeurs d'habilité et d'endurance dans la première case combat de votre feuille d'aventure. Ces valeurs vous sont données au début de chaque combat. Ok, parce qu'il y a une deuxième page où on peut mettre les valeurs d'habilité et d'endurance. Ok. Lancez 2 dés pour votre adversaire et ajoutez le total à sa valeur d'habilité. Ce total représente la force d'attaque de votre adversaire. Lancez 2 dés pour vous-même, ajoutez-y votre valeur d'habilité et votre bonus de combat. Ce chiffre représente votre force de combat. Oui, il y a un diagramme de magie. Ouais, on a un diagramme de magie qu'on va utiliser très vite. Je vous avoue que déjà en jeu de rôle, en masterisation, le combat c'est pas mon truc. Mais alors là, je pense qu'il va falloir revenir sur la séquence de combat pour que je comprenne comment il faut combattre. Donc la première étape, c'était de lancer 2 dés pour son adversaire et on ajoute sa valeur d'habilité qui représente sa force d'attaque. Nous, on va lancer 2 dés pour soi-même, ajouter la valeur d'habilité et le bonus de combat. On a un petit bonus en plus que notre adversaire. Ce chiffre représente la force d'attaque. Si votre bonus de combat est négatif, car vous utilisez une arme à la pratique de laquelle vous n'êtes pas rompu, vous aurez donc une force d'attaque inférieure à celle que vous auriez dans le cas d'un combat à main nue. C'est là où il faut y réfléchir. C'est-à-dire que si on combat avec l'arme et qu'on réussit, on peut avoir un bonus d'attaque avec cette arme, mais si jamais... mais du coup, on commence le combat avec une grosse pénalité, c'est-à-dire une valeur d'attaque négative, ce qui peut être un peu gênant quand même. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de votre adversaire, allez directement à l'étape 4. Si votre force d'attaque est inférieure à votre adversaire, allez directement à l'étape 5. Si vos forces d'attaque sont égales, vous avez l'un et l'autre évité les coups, recommencez la séquence à l'étape 1. Ok.
Donc l'étape 4, c'est qu'on a blessé son adversaire, donc on lui retire 2 points d'endurance. L'étape 5, c'est qu'on a été blessé nous, donc on retire 2 points de notre endurance. Et l'étape 6, c'est noter les modifications d'endurance, puis recommencer à l'étape 1, jusqu'à ce que l'un des combattants voit son endurance réduite à 0, signifiant sa mort. C'est assez logique. Après, voyons la chance. On a vu comment les armes ça marchait, on a vu comment combattre, maintenant on va voir comment la chance fonctionne. Ça c'est plutôt bien. C'est dans Chronique oubliée Fantasy où il y a des points de chance. Dans Chronique oubliée Contemporain aussi, si on joue pas dans certains types, comme l'horreur. Vous savez, hein. Les points de chance deviennent des points de choc. Donc ça c'est plutôt... ça dépend des univers où on joue. Donc la chance, parce que je me disperse. Hein. Mais comment ça? On joue la chance dans Aria, dans ce livre-là. Après plusieurs reprises, vous devez faire appel à votre chance. Agissez néanmoins avec prudence et faites des choix judicieux pour dépeindre d'elle qu'en dernier recours, si être chanceux peut vous tirer d'affaire, être malchanceux mettra parfois votre vie en péril. Alors, vous imaginez? C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la chance, mais elle peut être en notre défaveur. Ah là là. Lorsqu'on vous demandera de tenter votre chance, voici comment il faut procéder. Vous lancez 2 dés. Si la somme obtenue est égale ou inférieure à vos points de chance, vous êtes chanceux. Et le résultat tourne en votre faveur. Si la somme est supérieure, vous êtes malchanceux et devez en subir les conséquences. Chaque fois que vous tentez votre chance, ôtez 1 de vos points de chance. Ok. Donc en gros, il faut faire un jet de dés qui est inférieur. Alors désolé, j'ai un chat qui va tomber. Ah, et qui m'a griffé. Voilà. Elle voulait faire partir du stream. Donc, on a notre point de chance qui sont égaux à 7. Du coup, bonsoir Olivier. J'espère que tu vas bien. Donc on a nos points de chance qui sont à 7. Donc si on lance nos 2 dés et que ça fait plus de 7, on est malchanceux. Ce qui peut arriver très vite en fait. Hein, parce que 7 c'est... Rebonjour Mélianor. Donc c'est à risque et péril, comme on dit. Mais on va voir. De toute façon, vous allez choisir avec moi. Hein. Moi, je compte sur vous. Hein. On va faire des choix ensemble hein, dans cette aventure. Hello Aldrius. J'espère que tu vas bien. On va passer à l'équipement, l'or et les provisions. Ça, j'aime bien voir que tu vas bien. Vous devrez voyager léger et commencerez votre expédition avec le minimum d'équipement, mais vous aurez la possibilité lors de votre aventure d'acquérir ou de récupérer divers objets. Votre besace et votre force physique vous permettent de transporter jusqu'à 10 objets, vos diverses armes comprises. Donc les armes sont comprises dans notre équipement. Vous pouvez bien sûr à tout moment abandonner toute ou partie de votre équipement en le relayant ou en l'effaçant de la liste, mais sans retour en arrière possible. Tout abandon est définitif. Vous commencez votre aventure avec des provisions constituant suffisamment de nourriture pour 4 repas. Indiquez provision 4 dans la case d'équipement de votre feuille d'aventure. Je vais le faire. Sinon, si je ne le fais pas tout de suite, je vais oublier. Je suis un poisson rouge. Heureusement que vous êtes avec moi pour cette aventure. Sinon, je vais oublier plein de choses. Donc voilà. Vous ne pouvez consommer vos provisions que lorsque vous y êtes invité. Suivez alors les recommandations du texte. Vous êtes également en possession de votre poignard, indiqué dans la case équipement. Poignard. J'aurais pu le mettre direct.
J'aurais pu vous faire un Word et j'aurais rempli le Word aussi, peut-être pour la prochaine fois si notre personnage survit ce soir. Hein. Hein, je compte sur vous pour qu'il survive. Hein. C'est important. Hein. Vous ne pouvez consommer vos provisions que lorsque vous y êtes invité. Suivez alors les recommandations du texte. Vous êtes également en possession de votre poignard, je l'ai déjà lu. Je suis un poisson rouge, je vous l'ai dit déjà? Oui, je vous l'ai dit. Enfin, il existe une case or dans laquelle vous pouvez tenir un compte de l'état de vos finances. Au début de votre aventure, vous n'avez aucune pièce d'or. Easy pour survivre. Mélianor, tu es optimiste. Je cherchais le mot. Tu es optimiste. Donc voilà. Ok. Alors, on arrive à la section heptagramme, qui est très très courte. Hein. La section heptagramme, hein, elle est très courte. Très courte. Donc cette fameuse... un curieux diagramme se trouve... Diagramme. Aujourd'hui, les i, je les zappe. Hein. Un curieux diagramme. Alors c'est très bien parce que c'est pour ça que je voulais aussi vous lire l'aventure, c'était pour m'entraîner à la diction, ce qui n'est pas mon fort. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours cet accent quand je vous parle de la diction. Tu parles orc. Oui, à mes heures perdues, j'ai appris l'orc. Et je le parle plutôt bien. Mais le problème, c'est que c'est une partie de mon cerveau qui switch et je ne le contrôle pas en fait. Donc voilà. Donc on va parler de l'heptagramme. L'heptagramme qui est ce curieux diagramme que vous avez vu sur la feuille d'aventure et son fonctionnement sera expliqué au cours de l'aventure. On y arrive à l'aventure. C'est un peu long, c'est la création de personnages. Je voulais vous lire les règles pour qu'on les découvre ensemble. Et je trouvais ça important. Et avis à la population. Juste avant le premier paragraphe de votre aventure, se trouve un document imprimé par les autorités récapitulant vos exploits. Inscrivez votre nom à l'emplacement réservé. Sombre destin. À la fin de ce volume se trouve une page Sombre destin où vous pouvez consigner toutes les différentes et malheureusement dans ce cas précis funestes, oui, funestes, fins que vous aurez connues au fil des aventures et des différentes lectures de cette aventure. Ok, on a fini là les prérequis pour notre personnage. Alors, moi je vous propose c'est qu'on trouve un prénom à ce personnage. Alors c'est un livre, Edreus, c'est un livre de Fibre-Tig qui s'appelle, c'est un livre dont on est le héros. J'en ai perdu mon crayon, dis donc. Et ça permet de, hop, toujours avoir un deuxième crayon. Oui, parce que là, je ne peux absolument pas bouger. Oui, Arya, c'est son univers. On l'appelle Gary, notre personnage. Comment vous voulez l'appeler? Je peux pas bouger, j'ai un chat sur les jambes. Allez, moi je note Gary. On va noter Gary. Donc, Gary. On a un dernier paragraphe à lire qui s'appelle « Avant de partir à l'aventure ». Il y a plus d'un chemin possible pour arriver au bout de cette aventure. Toutefois, il n'y en a qu'un seul qui vous fera prendre un minimum de risques pour atteindre vos objectifs. Et sa découverte nécessitera peut-être plusieurs tentatives. Donc on va se préparer à mourir. Hein? Je crois pas qu'on a son espèce dans le livre, mais on va découvrir ça. Étudiez attentivement la carte, celle-ci vous permettra d'affiner vos choix lors de votre expédition et de comprendre les enjeux de votre aventure. En parallèle de celle-ci, nous vous invitons à rédiger votre propre carte qui vous permettra, en cas de nouvelles tentatives, d'explorer de nouvelles contrées. Tous les chemins ne mènent pas à un trésor. Parfois, vous ne trouverez que des pièges et des désillusions.
Un mauvais choix initial pourrait avoir des répercussions importantes plus loin dans votre aventure. De même, votre attitude pourra parfois décider de votre vie ou de votre mort. Sachez donc ravaler votre fierté et oublier votre couardise, ou au contraire votre témérité, quand il le faudra. La chance sera un facteur non négligeable dans votre aventure, mais il ne vous sera jamais demandé d'adopter un comportement spécifique ou de poser des choix absurdes. Les secrets les plus importants sont ceux que l'on murmure. Des renseignements cruciaux vous seront révélés au fil des pages, parfois sous le sceau du secret, parfois de façon plus désinvolte. Prenez des notes et référez-vous-y souvent. Elles vous seront indispensables pour triompher des dangers que vous rencontrerez. Vous êtes un débrouillard, peu respectueux des lois des dieux et des lois des hommes. Vous vous en êtes néanmoins toujours bien tiré et nous vous faisons confiance pour réussir. Bonne chance! On va voir ce qui va se passer. L'histoire va commencer. Est-ce que vous avez des questions avant? Parce que là, on est parti. Let's go, let's go, let's go. Oui, on y va. Un empire disparu. Avant que les royaumes ne s'unissent sous le règne actuel du roi des rois, un empire prospérait au nord-ouest du monde, l'Osmanli. Disposant de richesses naturelles au-delà de la nécessité, il vient au grand Khan l'ambition d'élargir ses frontières et il rassembla une armée de 10 000 hommes qu'il fit marcher vers l'est. Alors que les premières villes tombaient sous ses assauts, les royaumes convoquèrent leurs mages. Ceux-ci, formant ce qu'on appela plus tard l'armée des 50, se rendirent au front, tinrent tête par leur pouvoir aux soldats de camp et parvinrent à les repousser, lui et ses hommes, dans leurs frontières. On ignore juste les faits précis qui suivirent la déroute de l'armée d'Osmanli, mais il est très probable que Khan, préparant une contre-attaque appropriée, fit appel lui aussi à des mages, voire des démons et autres puissances plus noires encore. Toujours est-il que le relief et la population de l'Osmanli changèrent. Des montagnes se dressèrent, des curieux dieux vinrent parcourir ces routes, des fleuves balayèrent des villes et des créatures jusqu'alors inconnues s'y installèrent. Dans ce contexte chaotique, le sombre pays, car tel fut le nom que l'on donna à l'Osmanli, ne constituait pas une menace en soi. La nature barbare de ces nouveaux habitants créait tant de conflits au sein du territoire qu'aucune menace organisée ne pouvait atteindre à nouveau les royaumes. En ces contrées où ne régnait nulle loi, le pays sombre fut la destination de criminels recherchés, de philosophes en quête de liberté, de mages en quête de savoir. Dans les royaumes, on propose toujours aux condamnés à mort de rejoindre le sombre pays en guise d'alternative. Vu les nombreux périls mortels de ces territoires, il s'agit pour la plupart d'entre eux d'un bref rallongement de leur existence. Néanmoins, en prévision d'une future menace, il est dit que l'armée des 50 élut domicile permanent dans la vaillante cité de Varna, dernière ville frontalière avant le sombre pays, et qui perpétue en ses murs la transmission de son savoir. Les murs cyclopéens de la cité éternelle s'étendent au-delà des habitations, d'une mer à l'autre, fermant pour toujours toute voie terrestre à quelconque habitant du pays sombre voulant pénétrer les royaumes. Jusqu'à aujourd'hui, des milices de vaillants guerriers aux armures à tête de chat de Varna ont toujours mené à bien leur mission de protection. Mais ces informations, quels que soient faits ou légendes, sont le dernier de vos soucis. Vous avez vécu à Varna depuis toujours, fils de personnes, courant les rues, dormant dans les maisons abandonnées, la rapine et le vol sont votre lot. Aussi loin que vous vous souveniez, vous traîniez avec une bande de gamins crasseux à perdre votre temps en vous moquant de l'autorité. Et bien que les hommes chats vous aient souvent attrapé par la peau du cou pour vous traîner devant la justice,
les royaumes n'allaient pas rejeter un enfant dans le pays sombre, aussi intolérable qu'il soit par son comportement. Mais un jour, vous allez fouiller les mauvaises poches. Eh ben oui, fallait bien, hein. D'une part, parce que les replis de velours bleu étaient vides, et d'autre part, parce que le vieil homme saisit alors votre poignet avec une force insoupçonnable. Il tourna vers vous des yeux aux reflets de flammes, où vous pouviez lire un certain étonnement, et il murmura quelques mots en faisant un signe de la main. Quelque chose se serra en vous, et bien que vous puissiez respirer et même vous mouvoir, vous eûtes la trouble impression d'être prisonnier au plus profond de votre être. De sa poigne inflexible, il vous traîna, paralysé et terrorisé, jusqu'au temple de l'armée des 50, où il vous poussa par une porte dérobée. « Je te propose un lit frais et un repas chaud chaque jour, vous dit-il alors que vous découvriez une sorte de laboratoire étrange meublé d'un lit, d'une bibliothèque et d'un âtre plus sérieux. En échange, tu apprendras la magie que je te transmettrai. Libre à toi de vivre ta vie et de faire ce que bon te semble de tes bras, en bien ou en mal. Mais tu ne devras jamais, tu m'entends, jamais user de sorts que je vais t'apprendre, ni même faire mention de tes connaissances devant un autre, fût-il un mage. Sinon, je te livrerai moi-même aux légions de l'enfer, peuplant le sombre pays. Et crois-moi, je suis homme à tenir mes promesses. » Vous acceptâtes de bon cœur la proposition, inconscient de votre chance ou de votre malchance, ne songeant qu'au fait de pouvoir manger une fois tous les jours et pourquoi pas de fourguer les quelques livres que vous aviez sous les yeux à un receleur de votre connaissance. Votre précepteur s'appelait Péladan, l'un des 50, et il tint sa promesse. Il vous éveilla petit à petit à la sensibilité de la magie, à la lecture des mots simples jusqu'aux écrits les plus hermétiques, aux connaissances des plantes, aux légendes anciennes. Et les années passèrent. Un soir, il vous déclara que le lendemain, vous seriez apte à apprendre votre premier sortilège. Et maintenant, tournez la page. Oui, c'est ça. Il a le droit à avoir les connaissances, mais il ne devra jamais user de sorts et même faire mention de tes connaissances devant un autre. Oui, c'est ça. Seul dans son trou du cul, il peut. Enfin, tout seul, il peut utiliser de la magie. S'il veut, mais il ne pourra pas le faire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est des choses à retenir, hein. Il n'a pas le droit d'utiliser les sorts et ni faire mention devant quelqu'un d'autre. Et l'histoire va commencer. On est au 1, parce que c'est comme le livre dont on est héros, et on va se balader dans le livre petit à petit. Comme tous les soirs, depuis 6 ans, vous traversez la porte dérobée dissimulée sous le lierre vivace qui pousse derrière le temple de l'armée des 50. Sur la table, vous trouvez un demi-poulet à la peau encore frémissante, des pommes de terre grillées dans le jus et un bol de thé. Péladan, songeur et plus silencieux que d'habitude, ravive l'âtre d'un tisson, attendant en silence que vous finissiez votre repas. Suspendue dans l'air, une impatience sourde à laquelle vous mettez fin en poussant votre assiette de côté. Péladan se retourne et vous déclare « Je vais t'apprendre 2 sorts ce soir. Ce sont des petits sortilèges, mais avec de la pratique, ils peuvent te venir en aide. Une fois que tu les auras appris, tu devras t'entraîner toute la nuit. » Il y a marqué que si vous en êtes d'accord, on va au 31. J'ai supposé que tout le monde était d'accord. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. On y va. Péladan vous montre un signe que vous reproduisez. Voici le sort d'étincelle qui te permettra de créer une petite flamme. Son chiffre associé est 8. Choisissez une branche et notez étincelle 8. Je vais choisir une branche. Je vais mettre tout en haut. Étincelle 8.
Cela signifie que vous maîtrisez le sort étincelle. Vous pouvez lancer un sort à tout moment, même pendant un combat, mais cette possibilité ne sera jamais proposée explicitement. C'est à vous de déterminer, suivant le contexte, s'il est intéressant de lancer tel ou tel sort. Pour lancer un sort, ajoutez son chiffre associé au paragraphe en cours. Si le contenu du paragraphe est cohérent et présente une suite logique avec l'action en cours, le sort a bien été lancé et influence la situation. Si le paragraphe ne présente pas de suite logique, alors considérez que le sort a bien été lancé, mais qu'il n'y a aucune influence sur le déroulement de votre aventure. À présent, lancez le sort étincelle. Donc, sort étincelle 8, on est au chapitre 31, ça nous fait qu'on va au chapitre 39. Je suis pas très forte en calcul mental, mais là ça allait. Vous esquissez maladroitement le geste de votre maître et une petite flamèche vient naître au bout de votre index. À votre grand émerveillement, « Félicitations !» commente calmement Péladan en désignant un nouveau signe magique. Voici le sort parapluie. Son chiffre associé est le 64. Donc on va noter parapluie 64. Hop. Donc ça va nous permettre de voir si notre sort, on va lancer notre sort, je veux dire. 64 plus 39. Alors là, on commence à être un petit peu plus compliqué dans les calculs mentaux. J'ai besoin de votre aide parce que je vois pas les chiffres dans ma tête. 64 plus 39. Je vous attends. Je vais le faire. C'est vraiment une terrible de ne pas voir les chiffres. « 103. Merci. Hop. 103. Vous reproduisez le signe mystique, mais rien ne se passe. Péladan saisit le bol de thé et le verse sur votre tête. Mais le thé est repoussé par un bouclier invisible et s'écoule autour de vous. Félicitations, apprenti. Nul doute que tu te prépares à une longue carrière chez les mages. À présent, je dois te laisser, mais je te rappelle, si tu veux conserver ces pouvoirs, entraîne-toi toute la nuit. Et Péladan franchit la porte de votre chambre tandis que vous reprenez vos exercices. Au bout de quelques heures, vous êtes bien fatigué et vous vous allongez sur le lit dans les brumes d'un sommeil naissant. C'est un homme-chat, la lame de sa lance sur votre cou, qui vous réveille en hurlant. « Debout, toi! Es-tu un mage ?» Vous clignez des yeux et vous vous apercevez que votre pièce secrète est envahie par une escouade de soldats. Le chef de la garde, que vous ne connaissez que trop bien, pour toutes les fois où il vous a réprimandé, vous dévisage l'air incertain. Oui, c'est ça, c'est un petit sort entité. Ramenons-le! On vous soulève sans ménagement et on vous pousse dehors dans un petit matin froid et des rues vides. Des grognements répondent à vos questions. Vous réalisez bien vite que l'on vous mène tout droit au palais royal qui se dresse dans toutes ses flèches et ses dômes brillant sous les premières lueurs orangées de l'aurore. Vous traversez un nombre conséquent de corridors, de grandes pièces flanquées de soldats humains et de félins au garde à vous. Enfin, on vous poste devant le trône de Varna où le roi Siazar, un gigantesque homme-lion au regard fascinant, vous toise avec une déception visible. Debout, il fait le double de votre taille. Il descend les quelques marches qui vous séparent et s'appuie sur son épée lorsqu'il a sorti de son fourreau. « Je vois la vérité et le mensonge. Prends donc garde à tes paroles, rugit-il. Je sais que tu n'es pas un des 50, mais connais-tu la magie ?» Et c'est là que ça va se jouer. Vous avez la possibilité de choisir. Soit on prétend qu'on n'y connaît rien,
Soit on répond qu'on connaît seulement quelques sorts, soit on prétend qu'on est effectivement un puissant mage. Donc vous avez 3 choix. Je sais pas. Donc on ne connaît rien, on ne connaît rien. Ok. On est plutôt parti sur on ne connaît rien. Donc 231. En même temps, ça va avec ce que notre maître nous a demandé. Hein. Notre maître nous a demandé à ce que on ne soit, comment dire, on le dise à personne. J'ai déjà oublié 231. Même si c'est le roi, qui a l'air classe quand même. Hein. Un roi, comment ils le décrivent? Un gigantesque lion au regard fascinant. C'est pas un mage, non, c'est vrai. Mais il connaît des sorts. Allez. Donc on a prétendu qu'on n'y connaissait rien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est le cas, ta présence dans les temples des 50 est plus que suspecte. Vois-tu, la nuit dernière, 49 mages ont été assassinés et le dernier a disparu, probablement enlevé. Il me faut un coupable pour dompter la vindicte de la plèbe. Mais puisque tu ne connais aucun sortilège, tu ne mets d'aucune utilité. D'un mouvement de menton et congédie la garde qui vous accompagne et vous jette dans une oubliette. Dans quelques jours, on viendra vous chercher pour vous exécuter. C'est malheureusement la fin de votre aventure. On a fait fort, hein? Premier choix, premier mort. Je la note. Sombre désir. Bah oui. Donc c'était le paragraphe 43. Ok, on retourne en arrière. Qu'est-ce qu'on choisit alors? Bon, on se fait couper... on se fait exécuter si jamais on part, si on dit qu'on connaît rien. Donc qu'est-ce qu'on dit? Qu'on connaît seulement quelques sorts ou qu'on est un puissant mage? On a une chance sur 2. Je pense qu'il y en a une où on meurt aussi. C'est le livre où on va mourir le plus de fois possible, je pense. On connaît quelques sorts? Allez, vous êtes ok pour les... On connaît quelques sorts, donc on y va. 287. Oula, c'est loin. 285, 86, 287. Un apprenti? Je m'en doutais. Sinon au moins les 50 ont jugé bon de commencer ton enseignement, alors je vais m'en remettre à toi comme je m'en serais remis à eux. La situation est très grave. Il marque un temps pour attirer votre attention et plonge ses yeux félins dans les vôtres. Une nouvelle armée de 10 000 soldats arrive depuis le sombre pays. Qui l'a formée? De quoi est-elle constituée? Nous l'ignorons, mais elle sera à nos portes dès ce soir. Hello, Codotre. Tu arrives au moment où on a échappé à une exécution quand même. Donc je recommence. Donc Laura nous dit: une nouvelle armée de 10 000 soldats arrive depuis le sombre pays. Qui l'a formée? De quoi est-elle constituée? Nous l'ignorons, mais elle sera à nos portes dès ce soir. Oui, on fait le livre de
Les 50 sont là pour nous protéger comme autrefois, penses-tu. Mandant de la garde... Alors, je reprends son discours en entier, désolé. On est reparti. Une nouvelle armée de 10 000 soldats arrive depuis le sombre pays. Qu'il a formé de quoi et de quoi est-elle constituée, nous l'ignorons. Mais elle sera à nos portes dès ce soir. Les 50 sont là pour nous protéger comme autrefois, penses-tu. Mandant la garde pour solliciter les mages, celle-ci a retrouvé 49 cadavres dans le temple, 49 cadavres et toi-même. Et Péladan, le plus grand d'entre eux, manque au compte. Soustrait à Varna pour de funestes desseins. Notre ennemi est redoutable de stratégie et a planifié son attaque en nous plaçant dans une situation délicate. Des messagers sont allés quérir l'aide des royaumes les plus proches et relayer l'alerte dans le monde connu. Mais entre-temps, il faut protéger Varna. Voici mon plan. Nous allons placer toute notre garde devant le mur de la cité, et toi, le mage en toute première position. Notre ennemi doit s'imaginer avoir éradiqué les 50, mais toi, l'apprenti, les persuadera du contraire, ne serait-ce que pour gagner une nuit de plus en attendant les renforts. Va, et ne me déçois pas. On connaît que 200, hein, et il va nous mettre en première ligne, hein. On est quand même un peu mal barré là, non, vous trouvez pas? Enfin, bien que la perspective d'être en première ligne d'une bataille contre les légions des sombres pays ne vous enchante guère, avez-vous vraiment le choix? Avec la bénédiction du roi et la ferme poigne du capitaine de garde, on vous hisse sur un cheval que l'on guide hors de la cité. Rendez-vous. On va leur faire un parapluie. Ben ouais, de toute façon on n'a pas trop le choix, on n'a pas grand chose comme ça. 268. On est parti au 268. « 262, 266, 268. Nul ne sait que les 50 ont été décimés, et à mesure que la garde de Varna prend place devant les portes de la cité éternelle, dans leur armure brillante, tous voient en vous le mage qui les mènera à la victoire. On vous acclame sous le regard lourd de sens de l'homme-chat capitaine de la garde qui chevauche à vos côtés. Alors que le soir tombe sur la triste lande de Tekidar, une ligne sombre se dresse comme une marée sinistre à l'horizon, présence sombre et oppressante. Dans un silence brisé par le tintement des armures et l'impatience des chevaux, des torches s'illuminent au loin et des tentes se dressent. Enfin, alors que le lune claire se reflète sur les dômes brillants des palais, une escouade s'avance vers la ville. Piquant des deux, le capitaine de la garde vous entraîne à leur rencontre. À la tête de l'escouade ennemie se tint un immense orc coiffé d'un homme ciselé dans un crâne accompagné de gobelins puants tenant des flambeaux. À votre approche, l'orc, qui est presque à votre niveau, bien que vous soyez à cheval, retire son homme et crache sur le somme. « Nous sommes des milliers et vos mages sont morts. Livrez-nous la ville !» Le capitaine de la garde déclare alors en vous présentant, les mages vous attendent, et voici leur émissaire. L'orc crache à nouveau et dégaine un cimeterre aussi grand qu'une lance. Un mage, vraiment? Il lève sa lame, l'abat d'un seul coup, vous tranchant en deux. C'est la fin de votre aventure et probablement également le début de la chute de Varna. Je crois qu'on n'a pas de chance. Bon, on est obligé de revenir au 43. C'est le livre dont on est le pecno. Bah ouais. Là, c'est pour ça qu'ils mettent que il faut écrire les sombres destins. Hein, on est coupé en deux par un orc. Donc, on n'a pas le choix. On va dire qu'on est un puissant mage. Parce
que je vois pas quoi faire en fait. À moins qu'on aurait pu lancer un sort avant. Je sais pas. Je sais pas trop. Alors j'en étais où? On va essayer de voir si on dit qu'on est un grand mage, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vous spoil, hein, mais on meurt quand même. Donc il y a une façon qu'on doit pouvoir faire pour s'en sortir. Alors attends. Donc on a fait 287. 231. En même temps, attendez. Parce que tout à l'heure, on a fait 231. Ok. On a décidé de dire qu'on n'avait pas de pouvoir. Mais on n'a pas essayé un truc. C'est que le lendemain, on était exécuté, mais on n'est pas exécuté tout de suite. Peut-être que si on fait un sort à ce moment-là, peut-être que ça va faire quelque chose. Attendez, je reprends le 231. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y a marqué que c'est la fin de votre aventure. Non, parce qu'il y a vraiment marqué, en dessous du 231, il y avait marqué c'est la fin de votre aventure. Donc ça, voilà. La 13 aussi. C'est-à-dire que si on dit qu'on est un grand mage, la lame de l'épée du roi se veine d'éclats rouges. Cet homme ment et les menteurs en temps de crise sont pires que les traîtres. Tuez-le dans l'heure. Les hommes-chats vous entraînent abasourdis alors que le capitaine de la garde affûte la lame avec regret. Dans quelques minutes, vous serez exécuté, mettant fin à votre courte aventure. Donc je pense que la bonne solution, c'est de faire ce qu'on a fait. Donc on allait au 287. L'histoire, elle va être interminable hein, si on meurt toutes les 2 secondes. Désolée si vous entendez les petits... si vous entendez des petits cris. Ce sont mes cochons d'Inde qui s'expriment. Donc après le discours du roi, à la 287, bien que les perspectives d'être en première ligne d'une bataille contre les légions du sombre pays ne vous enchantent guère, vous avez vraiment le choix. Hop. Oui, pouic pouic, ce sont les cochons d'Inde qui s'expriment. Avec la bénédiction du roi et la ferme poigne du capitaine, le garde, on vous hisse sur un cheval que l'on guide hors de la cité. Et si quand il essaye de nous trancher, on fait un parapluie? Je sais pas si c'est faisable. Alors, si là, avant de partir au front, on fait quelque chose. C'est pas une lame d'eau, non, c'est sûr. Si on essaye de faire un sort, parapluie ça sert pas à grand chose si on fait une étincelle par exemple. Parce que
au début disait qu'on pouvait utiliser les sorts n'importe quand. Hop. Donc si on peut utiliser les sorts n'importe quand, on doit pouvoir utiliser une étincelle là, par exemple. C'était quoi l'étincelle 8? Parce que là, je vois pas en fait. Ah, peut-être que c'est avant, dans la trogne de l'orque. Alors, attendez, on va reprendre. Le 1, après le 31, on a eu la flamèche. Ok. C'est juste que je me rappelle plus il aurait fallu que je note les 39, on a fait le parapluie. « 103, on est arrivé hop. Il y a un moment où on peut faire quelque chose, je suis sûre. 103, c'est là où on s'endort. Ok. Et donc, on va au 43. Au 43, c'est là où il nous réveille et que on peut aller, que les gardes nous réveillent et qu'on est devant le roi. Vous croyez que si on fait de la magie là, il se passe quelque chose? Parce qu'il y avait marqué, vous pouvez lancer un sort à tout moment, même pendant un combat, mais cette possibilité ne sera jamais proposée explicitement. C'est à vous de déterminer, suivant le contexte, s'il est intéressant de lancer un tel ou tel sort. Pour lancer un sort, ajoutez son chiffre associé au paragraphe en cours. Est-ce qu'on lance le sort sur la tronche de l'orque? Vous croyez que ça fonctionnera? Attendez, l'orque c'était 268. On est quand même super loin dans le livre. Hein. 268, c'est quasiment la fin. Save. 268. 276. Donc, je vais suivre ce que Meganer a dit, ça veut dire qu'on va mettre une flamèche dans la tête de l'orque. Ok? Donc on arrive à 276, paragraphe 267. Oui, ça se tente. Flamèche au niveau de la tête de l'orque. 276. Vous esquissez un signe et une flamme vacillante née dans la paume de votre main et vient éclairer le visage répugnant de l'orque. Oui, Mélianor, tu nous as sauvés. Celui-ci, consterné, crache sur le sol à nouveau, remet son homme et détale vers le campement ennemi.
Le capitaine de la garde hoche la tête, soulagé, et vous retournez vers la cité sous les hurrahs de la ligne de défense pour rejoindre Gallo le palais du roi Xiazar. Celui-ci écoute avec attention les détails de votre entrevue avec l'armée ennemie. Puisse cela vous faire gagner suffisamment de temps avant l'assaut. À présent, penchez-vous sur cette vieille carte d'Osmali. Cette armée vient depuis le passage d'Estenpoli sur la mer de Marmoréenne, probablement dans la zone qui s'étend depuis le delta du Kütahya, où la population est nombreuse, jusqu'au pied des monts Eskişehir, où les métaux pour forger les larmes abondent. Ces orques, gobelins, trolls et autres créatures infectes n'aspirent pas à l'unité, elles agissent dans une discipline inspirée pour un leader d'une remarquable puissance. La flamèche dans l'orque, au niveau de l'orque, ça a fonctionné. La sagesse nous invite à agir différemment lors de la guerre contre le Khan il y a des siècles. Le temps de constituer une armée solide avec les renforts progressifs des royaumes voisins, nous souhaitons envoyer plusieurs groupes légers d'intervention dans le delta du Kütahya pour déterminer ce qui est ce chef et bien entendu l'éliminer. Ces groupes d'intervention passeront à la lande de Tekirdağ, la forêt de Bolayır, remonteront le long de la côte de Gelibolu pour traverser la mer dans la cité sur les eaux de Çanakkale et rejoindront le cœur du sombre pays en évitant l'armée en marche. Je vous honore et vous nomme tous les deux dans notre premier groupe. Les connaissances de l'apprenti soutiendront votre habileté au combat, capitaine. Nous sommes honorés, répond martialement le capitaine, n'exprimant pas tout à fait votre avis. Les préparatifs sont vite expédiés et au cœur de la nuit, 6 chevaux filent de la lande plate exhalant des parfums de thym, de lavande et de bruyère. Malgré la clarté laiteuse des étoiles et de la lune se reflétant sur les armures polies, malgré le martèlement des sabots et le tintement des épées, votre escapade vers l'est se fait sans éveiller l'attention des patrouilles ennemies. Alors que le soleil se lève devant votre équipée, la vallée de Tekirdağ apparaît dans des couleurs chamarrées qui vous émerveillent, vous qui n'avez jamais quitté les murs d'albâtre de la cité éternelle. Pour la première fois depuis le début de votre aventure, le capitaine Homme-Chat se tourne vers vous et vous déclare laconiquement « Vois ces couleurs et comprends pourquoi ceux qui savent disent « Tout n'est pas mauvais dans le sombre pays ». Le soleil s'arrache de la ligne d'horizon et révèle une orée d'arbres tordus. Sous l'impulsion du capitaine, vous repartez depuis Belle vers l'est en vous rendant au 23. On avance, on est bon. C'est ça en fait. Il faut, quand on le sent, il faut faire les sorts et ça va nous sauver. Merci pour tous tes j'aime, Jess. Poisson rouge, j'ai dit que j'allais où? « 23. Tic. Qu'est-ce qui va arriver après? Vous rejoignez l'orée de la forêt de Bolayır, galopant au cœur des chênes lièges, des cèdres bleus et des pins parasols. Soudain, une flèche tirée depuis la foutaie transperce le cou d'un des soldats homme-chat qui tombe à la renverse. Le capitaine pique des deux en traînant votre monture par la bride. Mais alors qu'un bucin de guerre sonne, un deuxième soldat homme-chat s'effondre, une flèche fichée dans l'œil. « Regroupez-vous! Protégez le mage !» crache le capitaine en montrant ses crocs, et les 3 chevaux se placent autour du vôtre, les soldats levant leurs boucliers pour parer à des volées de flèches, et c'est l'assaut. Alors que les elfes noirs à la foulée légère bondissent sur l'humus sec de la forêt, dague au clair, les hommes-chats démontent et chargent
Vous n'êtes pas en reste, alors qu'un elfe noir tombe de la frondaison, vous agrippant le cou et vous faites tomber de votre cheval. Vous perdez 1 point d'endurance, alors que votre destrier se cabre et s'enfuit en hennissant. Il vous faut maintenant faire face à votre adversaire. Donc on a un elfe noir avec une habilité 9 et une endurance à 8. Alors, je vais juste marquer habilité 9 et endurance à 8. On n'avait pas vu à quoi ça servait l'endurance dans les combats. Ou c'est moi qui ai complètement zappé. On est parti, on va combattre. Hop. Du coup, on va jeter des dés. Donc, on va lancer les combats de notre adversaire. On lance 2 dés. Il a eu 6. Plus 9, ça fait 12. Hein. Non, 15, pardon. Donc, il est à 15. Et pour nous, on lance 2 dés. Attention. Et, on n'a pas décidé l'arme avec laquelle on va se battre. On y va au point ou ou avec nos dagues? Avec notre poignard. C'est pas une dague, c'est un poignard. On fait quoi? La main ou le poignard? Je lance les dés en attendant que vous me répondiez. Le poignard. On a une maîtrise de 2. Donc on va avoir un bonus de 2. Donc on lance nos 2 dés. On a fait 7. Donc 7 plus, c'est l'habilité. Au début, ça va être un peu compliqué et après, je vais gérer. 7 plus notre habilité, elle est de 9. 15, 16. Et plus 2 de la dague. Donc on monte à 18. Donc c'est nous qui gagnons. Donc on remporte la première manche et donc il perd 2 points d'endurance. Ok. Donc il passe de 8 à 6. Et on recommence. On est parti. On lance 2 dés pour lui. Il a fait 7. 7 et 9, on est à 16. Ok. Je note, hein, parce que sinon je vous dis. Hop là. On lance pour nous. On a fait 7. Donc on est toujours à plus. Parce que... On a fait 7, pardon. Et on est à plus, parce qu'on a un 9 aussi, plus un bonus de 2. Ça fait que nous, on va monter à 18. Donc on lui enlève encore 2 points de vie. Je vous fais pas la cinématique, hein, la bataille, enfin tout ça. On pourrait imaginer hein, que l'on se bat, on maîtrise comme assez bien le poignard, on est quand même un enfant des rues, ok. Comment l'appeler, Gary. Gary, il n'est pas n'importe qui, c'est un petit voleur, donc il a déjà l'habitude de se battre. Donc on va dire qu'il est dans il est quand même dans ce combat, il maîtrise quoi. Même si c'est un elfe noir, que les elfes sont quand même agiles, il maîtrise ce qu'il fait quoi. L'elfe arrive, il va faire 7 encore. Hop. Donc on est toujours à 16 pour lui. Et nous, on fait 8. Donc on est toujours à plus que lui. Donc on lui perd encore
2 points de vie. Donc dans cette maîtrise, est vraiment, il maîtrise énormément. On fait des petites esquives. On arrive à le toucher malgré le fait qu'il se bat assez bien. Et le dernier lancer de dés, si on gagne, parce qu'il a plus que 2 points de vie, le monsieur. Lui, il fait 8. Aïe, aïe, aïe. On est plutôt bien. Donc là, on est à 17 pour lui. Oh, et nous, on est bon. On est bon, on fait 10. On fait 10, ce qui fait qu'on gagne cette bataille. Ouf, enfin, on n'est pas mort. Gary s'en sort. Gary s'en sort. Bon. C'est plutôt pas mal. Pour une fois, oui, il s'en sort. Vous abattez l'elfe noir et le lardez encore d'autres coups pour être certain de sa mort. Ouais, on s'acharne sur lui, quoi. Lorsque barbouillé de sang sombre, vous reprenez vos esprits, la clairière offre le spectacle désolant d'un charnier de bataille. Les chevaux qui ne sont pas enfuis perdent mortellement leur sang sur le sol dans des pathétiques gémissements. Ce qui fut la garde des hommes-chats gît sans vie. Non sans avoir accompli leur ultime mission, tous les elfes noirs ont également été vaincus. Mais votre protecteur, le capitaine, vit encore, à genoux, une flèche dans la poitrine. Les yeux fermés, concentrés, il combat la mort et le sang qui emplit ses poumons pour gagner du temps et préparer son trépas selon le rite de Varna. À votre surprise, ces dernières paroles ne sont pas pour annoncer sa venue au passeur d'âmes, mais pour vous. Tu t'en tires encore, voleur, comme toutes les nombreuses fois où je t'ai attrapé à Varna. Le destin te relâche et me laisse, moi, à mon devoir. Un pitoyable sourire éclaire son visage alors qu'il conclut. Te voilà donc libre d'aller et de ne pas accomplir le tien. Ne compte pas sur moi pour t'arracher une promesse faite à un mourant. Je respecte la liberté que tu as toujours souhaitée. Il y a dans le sombre pays bien des noirceurs et des périls, mais de sublimes choses qui justifient le fait de l'avoir connu. En ceci, tu es un peu comme lui. Son corps s'affaisse alors que la vie le quitte, et vous honorez son départ vers le passeur des âmes en dissimulant l'émotion que vous ressentez néanmoins. De toute façon, il faut agir, vite. Vous avez la possibilité de ramasser une ou plusieurs épées, celle des elfes ayant une lame en métal noir et celle des gardes de Varna, une lame d'acier brillant. Vous êtes dans les premières limites de la forêt de Bolahir. Vous avez la possibilité de revenir sur vos pas plein ouest pour rejoindre la lande de Tekidag en vous rendant au 16. Vous pouvez aussi progresser vers le nord pour rejoindre la mer Marmoréenne en vous rendant au 226 ou avancer plus au cœur de la forêt de Bolahir, plein est, en allant au 81. Est-ce qu'on récupère une épée ou deux, Parce que on a encore de la place dans notre équipement. Oula, j'ai tapé le micro, je suis désolée. Parce qu'on a le droit à 10 équipements, on en a que 2. Est-ce qu'on va récupérer des... On va récupérer une épée ou pas? Une seule épée? On va récupérer quelle épée? On récupère celle des elfes avec une lame métal noir ou celle des gardes avec une lame d'acier brillant? Moi, je serais d'avis de prendre celle des elfes avec un métal noir. Ce qui peut être mieux. Une lame d'elfe, ouais, je suis d'accord. Du coup, je vais le noter. Donc c'est un 3. Donc épée, lame de métal noir. Donc si on se bat avec elle, on a un -3. D'accord? Mais en soi... Épée.
Et oui, c'est ça la règle, c'est que si on se bat avec l'épée, comme on maîtrise pas l'épée, on commence par un -3. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il va falloir s'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut battre des faibles ennemis. Donc c'est ça, c'est un peu le truc. Donc après, je pense qu'au fur et à mesure, on connaîtra on connaîtra un petit peu les ennemis, tout ça. Voilà, mais là, il va falloir... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On monte à l'ouest dans les landes de Tekidark. On va vers la mer Marmoréenne ou vers la forêt de Bolaïr. Forêt, mer ou la lande. Je connais pas l'univers du tout, j'avoue, d'Aria et l'Osmali. Je vous préparer il faudrait que je vous prépare une petite carte de l'Osmali pour la prochaine fois. Il vient d'avoir une bataille en forêt, donc la lande. Oh. On s'est fait peur avec mon chat. Avec Shine. On fait une lande. Allez, c'est parti pour la lande. On y va. Donc on va rejoindre la lande de Tekirdag. 16. Au cas où j'oublie le chiffre, 16. Enfin le nombre. Donc on va en 16. N'empêche, je vous les montre quand même. Mais les itérations sont très très belles. Voilà. Donc on est... Alors, c'était bien la 16, hein. Oui, c'est ça, 16. C'est encore à Varna que vos chances de survie seront, pensez-vous, les meilleures. Et si à la guerre, eh bien, les contrées de l'Est ne seront pas si inhospitalières. Et vous arrivez bien à survivre comme vous l'avez toujours fait, n'est-ce pas? Vous vous rapprochez de l'orée de Bolaïr avec une prudence aiguisée par l'éprouvant épisode que vous venez de vivre. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 223. Et si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 54. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir de la chance? Je regarde juste comment on retire la chance. Donc je rappelle qu'on a 7 en chance. Il faut lancer 2 dés. Si la somme obtenue est égale ou inférieure à un point de chance, on est chanceux. Si elle est supérieure, on est malchanceux. On va croiser les doigts. On croise les doigts pour moi. On va tirer les dés. Je vous rappelle qu'on a une chance à 7. Hein. Donc on est parti. On a tiré, donc on a 7. Si la somme est égale ou inférieure à vos points de chance, vous êtes chanceux. You. On est chanceux, ça c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On a de la chance, on a de la chance. Par contre, il faut qu'on retire un point de chance. Chaque fois qu'on utilise les points de chance, il faut les retirer. Donc on n'a plus que 6. J'ai fait un mauvais jet dès le départ. Gary, il n'a pas de chance. Gary, il est mal barré. Hein. Gary va être très vite malchanceux à mon avis. 223. On va au 223. Gary, il est vraiment, vraiment, vraiment malchanceux. Il va être très vite malchanceux, je veux dire. Vous repérez un archer noir perché sur une branche. Par bonheur, il regarde dans l'autre direction où il vous fait un grand arc de sec pour l'éviter.
Vous reprenez votre marche sur la lande de Tequidar, bien moins plaisante à pied. Les arbrisseaux noueux s'enroulant autour de vos arbres, mais bientôt, à votre grand soulagement, les murs d'abaltre et les dômes dorés de la cité éternelle brillent dans le soir tombant. Allez-vous tenter de rentrer discrètement dans la ville, ou au contraire vous avancez sur la ligne de défense de la garde? Si vous optez pour la première option, rendez-vous au 99. Si vous optez pour la seconde, rendez-vous au 120. Du coup, en fait, on est en train de revenir sur nos pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va discrètement dans la ville, ou on va s'avancer sur la ligne de défense de la garde. Qu'est-ce qu'on choisit? S'avancer discrètement sur la ligne de défense de la garde, rentrer discrètement dans la ville, ou au contraire avancer sur la ligne de défense de la garde. Vous allez à la garde? Ok, Mélianor veut aller à la garde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que d'autres... On est parti pour aller à la garde. Donc on note pour avancer sur la ligne de défense de la garde. Et on obtient la seconde, le 120. On va pour la garde pour Jess aussi. Ok, on est parti, on est parti, on est parti. On y va, 120. Fourbu, couvert de sang, vous vous approchez sans vaillance des murs de Varna. Deux destriers immenses viennent à votre rencontre et vous reconnaissez l'un d'entre eux, la silhouette massive du roi Xiaxar, venu diriger les défenses de la cité en première ligne. « Je ne tiens aucun greffe contre toi et reconnais ton innocence, vous avoue-t-il. Mais la guerre ne laisse pas de liberté d'action et d'expression à l'innocence. La cité te croit en route avec nos hommes pour couper la tête de l'ennemi qui se dresse face à ses murs. Cette illusion la fait tenir et fera prendre les armes au dernier des ribauds si cela s'avère nécessaire. Tu comprendras donc ma décision. » Je sens qu'on va se faire couper la tête. Le commandeur de l'armée démonte et plonge son épée dans son cou en prononçant les paroles saintes à l'intention des passeurs d'âmes. On s'est fait couper la tête. On peut pas utiliser un parapluie, vous êtes sûr? C'est combien un parapluie? J'ai bien envie d'essayer de voir si ça fonctionne. 64. Mais oui, Mélianor, oui, on s'est fait encore couper la tête. 120, ça fait 174. 200. Attends. Pardon. Alors attendez. On revient pour dire qu'ils ont été tués. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai dit 64. 64, on est au 120, donc ça fait 184. Si on utilise le parapluie pour se protéger. Non, ça fonctionne pas. Eh bien, on est mort, on est mort, on est mort. Est-ce que on décide de partir quand même vers Varna ou donc on rentre discrètement dans Varna ou on part dans une autre direction? Parce qu'on peut faire ça, ça veut dire que on peut revenir en arrière dans l'histoire et on reste on rentre dans Varna. Donc cette fois-ci, on essaye de rentrer discrètement. 99. Ah, j'ai pas marqué notre mort. Alors, attendez, je vais au 99 déjà et après je marque notre mort.
Tac. Je vérifie, hein. C'était bien 99. Hein. C'est ça. Donc, on va rentrer discrètement en ville. 99. Cela vous a pris des jours. Vous êtes mis à couvert, vous attendez des jours et le premier assaut des ennemis pour pénétrer la cité par les égouts. Puis, le temps d'une nuit, vous avez repris contact avec votre ancienne bande. Celle-ci, impressionnée par votre statut de mage, vous a donné les moyens de vous enfuir vers l'est. Vous avez connu plusieurs villes et villages, connu de nouveaux cieux et de nouveaux plaisirs pendant quelques semaines. L'armée infernale venue d'Osmalie, une fois Varna et les armées unifiées matées, déferla comme une marée maléfique sur tous les royaumes connus. Malgré votre fuite éperdue vers l'est, votre nom fut inscrit sur la liste sans fin des victimes des légions démoniaques. C'était pas la bonne idée de revenir vers Varna. Hop, je marque juste nos morts. Donc, on a pris du plaisir, on a fait des choses sympas, mais on est quand même mort dans cette aventure. Du coup, c'était pas la bonne idée de revenir vers Varna. Il fallait faire autre chose. Et du coup, je me rappelle plus le chapitre qui était juste avant, où on pouvait choisir entre les différents. Si on voulait revenir. Voilà. C'était là. Du coup, on repart. On a sauvé nos beaux fesses de l'elfe noir. Ok. Et on avait décidé de partir vers Varna, qui était une très très mauvaise décision, j'avoue. Du coup, qu'est-ce que on pourrait faire? Est-ce qu'on continuerait pas dans la forêt, tant qu'à faire? On est donc dans la forêt avec l'elfe. On pourrait progresser vers la mer ou aller à Bolaïr. Ouais, moi j'ai bien envie d'essayer d'aller dans la forêt. 80. On va voir ce qui nous attend dans cette forêt. Vous progressez lentement dans une forêt dense de buissons épineux. À l'ombre du voile mouvant, des pins parasols se balançant doucement sous le souffle de la brise de terre, le silence assourdi par le chant régulier des cigales et ponctué par le piaillement des griffes vous apaise et vous aide à oublier la récente bataille. Avisant un rocher poli par le temps, vous faites une petite pause. C'est l'occasion, si vous le souhaitez, de reprendre 4 points d'endurance en consommant une de vos provisions. On n'avait pas perdu de points d'endurance, donc on va peut-être pas utiliser une provision. Vous reprenez ensuite la route, perdant du temps en tournant en rond dans ce terrain accidenté, pour finalement arriver dans une clairière présentant un spectacle insolite. Rendez-vous 75. C'est quoi comme spectacle insolite?
Ah ouais, on en a perdu un en tombant de cheval. Merci. Merci, merci. On claque quand même une provision. Parce qu'on a 4. On a que 4 provisions. Et il nous reste 20 points d'endurance. Ouais, on claque pas nos provisions pour un point. On est d'accord. On reste comme ça. Du coup, je suis perdue. 75. Non. On va au 75. Sur une petite colline herbue se dresse une curieuse bâtisse en bois composée de plusieurs pièces et de tours greffées à une maison principale, percée de petites meurtrières et de petites fenêtres de verre opaque. Des corbeaux nichent dans les nombreuses cheminées des tours et gardent l'étrange bâtiment de leur croissement continu. Un chemin mène à cette habitation serpentant autour du potager où poussent des plantes tordues aux couleurs vives. Il contourne enfin un grand trou où plonge une corde à nœuds afin de s'enfuir sur un sentier de forêt partant vers l'est. Mais votre attention est rapidement attirée par l'effroyable gardien des lieux, un être rabougri appuyé sur une houe dont la tête aux 2 yeux ronds est entourée de longs tentacules de pieuvre à peine dissimulés derrière une large écharpe. Allez-vous attaquer cette horrible apparition? Dans ce cas, rendez-vous au 165. Sinon, vous pouvez vous enfuir vers le sentier de l'Est ou encore tenter de lui adresser la parole. Alors moi, j'ai une petite idée de ce que vous allez choisir dans le chat. C'est de lui adresser sa parole. Mais peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Hey, stranger! Hey, stranger, on lui adresse la parole. Allez, on va lui adresser la parole. Une voix féminine et sensuelle rayonne de cet horrible visage. Ah, il me semble l'air bien dégourdi. Cette forêt réserve bien des surprises aux empotés. Mais je peux t'offrir un lit frais et un repas chaud si tu me rends un petit service. De l'autre côté de ma maison, un couple de sangliers ravage mes plants de champignons. Ils ne sont pas très utiles pour mes expériences, mais ils sont délicieux en ragoût. Les sangliers également, bien entendu. Débarrasse-moi d'eux et tu seras mon hôte. Votre courte vie vous a appris à vous méfier des mages qui vous offrent un lit et à manger. La dernière fois, on a quand même on s'est quand même retrouvé dans une affaire qui nous dépassait un petit peu. Vous ne seriez donc qui vous offre un lit et à manger. Vous ne seriez pas dans cette situation si vous ayez appris à refuser ce type de proposition. Par ailleurs, qui sait si vous ne serez pas au menu ce soir? Oui, on nous demande un service, c'est tout à fait différent, je suis d'accord. On est complètement d'accord, c'est complètement différent. Si vous refusez la proposition de la créature, vous pouvez repartir sur le sentier de la forêt, plein est, ou encore l'attaquer, ils veulent vraiment qu'on l'attaque, ou enfin, vous pouvez aller jeter un œil de l'autre côté de la maison pour aller chercher Sanglier. Moi, je vous propose qu'on y aille. Moi, j'ai bien envie d'aider cette dame qui a l'air charmante, en tout cas dont la voix est charmante. Ça doit... 118. Allez. Moi, j'ai pris la décision, hein. Je suppose que vous êtes d'accord. On va aider cette dame. Vous avancez précautionneusement. C'était dur à dire, ça. Dans le potager étrange où les plantes étendent leurs tiges vers vous et déroulent leurs racines comme pour vous saisir. On va tester l'épée sur les cochons sauvages. Ah oui. Donc les tiges pour nous saisir, mais trop doucement pour courir quelque risque que ce soit.
Effectivement, le jardin arrière est consacré aux champignons. Certains sont si énormes qu'ils pourraient vous servir de parasol, d'autres sont petits ou multicolores. Mais ce parterre est saccagé par 2 sangliers qui foncent sur vous dès qu'ils vous repèrent. Vous combattrez ces 2 animaux en même temps. Les règles de combat s'appliquent normalement pour le premier sanglier, mais tant qu'il est en vie, tout assaut gagné contre le second n'entraînera pas de perte de ses points de vie. Cela signifiera simplement que vous avez évité sa charge. La dame, elle dit qu'elle n'a pas compris. Vous combattrez ces 2 animaux en même temps. Les règles de combat s'appliquent normalement pour le premier sanglier. Mais tant qu'il est en vie, tout assaut gagné contre le second n'entraînera pas de perte de ses points de vie. Cela signifiera simplement que vous avez évité sa charge. Je vois pas l'intérêt du coup de lancer les dés pour le deuxième. Donc, on va devoir battre ces sangliers. De toute façon, j'ai une question là. Le temps que mon cerveau fonctionne et qu'il arrive à comprendre ce qui se passe. Comment vous trouvez déjà l'histoire? Là. Comment ça se passe? Est-ce que l'histoire vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Est-ce que c'est frustrant? Qu'est-ce qui... Moi, je trouve ça sympa. Enfin, j'avoue que j'ai déjà envie de savoir la suite. Après, j'ai trouvé ça hyper frustrant de mourir si vite dès le départ. C'est quand même plus frustrant que de jouer à un jeu de rôle parce que c'est... Ouais. Parce que du coup, c'est vraiment tracé là. On n'a pas trop de choix. Oui, il y a beaucoup de morts, Méliénor, je suis d'accord. Et moi, je vous propose, c'est que on va reprendre sur ça la prochaine fois. Parce qu'on est déjà... pas mal. Ça fait déjà 2 heures qu'on raconte cette histoire. Et je pense que, du coup, ça peut être bien de recommencer sur ce combat pour la prochaine fois. Et commencer par de l'action. Est-ce que... Oui, Jess dit aussi qu'il y a trop de possibilités de mourir pour un début d'aventure. Oui, je trouve que pour le début d'aventure, je trouve que c'est hyper frustrant de mourir si vite. Et de pas... sans avoir compris le système, en fait. De pouvoir lancer des sorts et tout. Après, c'est le jeu. C'est la seule façon d'apprendre, c'est de mourir. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Donc on recommencera là. Ce sera lundi à la même heure. Donc 18-20 heures. Je vous rappelle que ce vendredi, il y a un live spécial sur comment créer et faire jouer un scénario d'horreur. Donc j'espère que vous serez là. Donc toujours 18-20 heures. C'est assez sympa l'horreur. Hein, pour vous, c'est assez frustrant en ce moment. Hein. Méliénor et Jess, qui sont 2 de mes joueurs. Donc on verra ça vendredi. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. On va arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça a été super cool. J'ai vraiment pas vu le temps passer en fait, même si on est mort plusieurs fois. Donc merci d'avoir été là en tout cas. C'est super sympa d'avoir été là et d'avoir commenté. Et je vous dis à vendredi pour parler d'horreur, ou sinon à lundi prochain pour la suite et notre combat avec les sangliers. Bye bye, bonne soirée. Merci. Merci Jess.